Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fadjet dans Mi-Science Impossible, votre émission de vulgarisation scientifique où science ne rime pas avec réticence. Mais Mi-Science Impossible, qu'est-ce que c'est et qui c'est ? Eh bien, c'est une émission durant laquelle les agents Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Justine, bonjour à tous et à toutes. Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Justine, bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Et moi-même Justine. Tous trois élèves à l'ENSIC vous expliquent à chaque émission le fonctionnement de 4 phénomènes physiques ou chimiques. Alors, pour info, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique, la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais il est temps à présent de savoir ce qui est au menu du jour. Gaëtan, dis-nous ce que tu vas nous servir en premier. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qu'on connaît tous, qu'on peut apercevoir parfois dans le ciel, c'est l'orage. Ah, on va enfin connaître les secrets de cette foudre qui nous fait souvent peur. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, je crois. Et non, car je vais aussi vous expliquer comment on peut recycler l'or qu'on trouve dans les déchets électroniques. Et oui, c'est vrai qu'il peut être intéressant de voir comment on peut récupérer ce précieux métal très convoité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, un procédé comme on appelle ça, qu'on peut voir dans notre école l'ENSIC. Mais Bertrand nous a également préparé quelques petites choses intéressantes, il me semble. En effet, car on verra ensemble comment faire de l'électricité grâce à la marée. Bah c'est top ça, comme ça on va être dans le ciel avec Gaëtan et dans la mer avec toi, comme ça toutes les latitudes sont explorées. Enfin, il nous manque encore ton autre sujet, alors dis-nous tout. Là, malheureusement, ou bien heureusement, on va encore changer d'environnement, direction les montagnes, et on va voir comment se fait la neige artificielle dans les stations de ski. Bah ça alors, on a tout prévu pour continuer à dévaler les pistes même si la neige n'est pas trop au rendez-vous. Mais trêve de bavardage. Agent Gaëtan, c'est ton moment. Je vais commencer par une petite question pour vous. En moyenne, combien de kilogrammes de déchets électriques et électroniques un Français produit-il par an ? Alors, j'en ai aucune idée. Je sais que les déchets ménagers, c'est de l'ordre de la dizaine de kilos. Mais je pense que c'est moins en électronique. Je dirais 1 kilo. Bah, c'est vrai quand même qu'on jette pas un ordinateur tous les mois, donc pour moi c'est pas si énorme que ça. Donc par an, je sais pas, entre 1 et 5 kilos. Alors, c'est un peu plus parce que, comme je l'avais dit, c'est les déchets à la fois électriques, donc ça comprend, je pense, l'électroménager et les produits électroniques. Et en moyenne, c'est quand même 20 kilos de déchets qui sont produits par Français et par an. Ah oui, et à l'échelle mondiale, attention, c'est pas loin de 50 millions de tonnes de ces déchets auxquels nous ne laissons pas forcément une seconde chance pour une réutilisation. Pour des raisons environnementales et de sécurité, les composants des D3E, comprenez par là les déchets d'équipements électroniques et électriques, doivent être traités et recyclés selon des procédés bien définis et surtout encadrés. L'or est un métal précieux qui se trouve dans un bon nombre de composants électroniques, notamment dans ceux des ordinateurs, les processeurs, les cartes, etc. Dans l'ensemble, il existe plusieurs procédés pour recycler l'or de ces déchets, et je vais surtout m'intéresser ici à une méthode hydrométallurgique, qui est moins gourmande en énergie et plus douce qu'une méthode qu'on dit pyrométallurgique, où là, on a une étape d'incinération des déchets qui est très énergivore. Avant toute chose, quand les déchets électroniques arrivent au centre de recyclage, ils doivent être démantelés manuellement et chaque pièce est regroupée selon le type d'éléments recyclés, les pièces réutilisables sont mises de côté et les éléments à risque sont écartés. Cette étape s'appelle la dépollution. Ensuite, on passe les composants à traiter dans un gros broyeur pour les réduire en tout petits morceaux. Enfin, dans le tas de déchets qui sort du broyage, se trouvent différents types de métaux. Là, ils vont être séparés par des techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, mais il faut vous dire qu'au final, on arrive à avoir un échantillon de déchets dans lequel on a principalement de l'or. Maintenant, on entre dans le cœur du procédé de recyclage. Tout d'abord, le tas de déchets est mis en contact avec de l'eau de chlore. Je vous explique pourquoi. En fait, l'eau de chlore, c'est tout simplement du chlore, comme dans la piscine, mis dans de l'eau, et sans rentrer dans le détail, cela va donner de l'acide chlorhydrique. Et c'est là l'intérêt, car en présence d'un tel acide, l'or qui est solide dans les déchets va passer dans une autre forme, une forme ionique, qui passe dans la solution liquide acide. La forme ionique de l'or, c'est en fait l'or auquel ont été enlevés 3 électrons, et ainsi il se mélange dans une solution et ne reste plus solide.
C'est le but, car l'or dans la solution acide peut être séparé grâce à un filtre des déchets qui, eux, sont encore solides. Nous voilà maintenant avec une solution contenant de l'or séparé des autres éléments qui étaient au début dans les déchets. On ajoute ensuite un élément à la solution qui s'appelle un solvant. Et l'or va passer de la solution acide au solvant. Il faut vous dire que l'or se sent plus à l'aise dans le solvant plutôt que dans l'acide. C'est comme s'il habitait dans une maison qu'il trouve inconfortable et qu'il voulait changer car on lui en donne une autre, bien meilleure. On arrive bientôt au bout du procédé. L'or, dans son solvant, va être associé à une espèce chimique qui est l'hydrazine et qui va réagir avec l'or, sous sa forme ionique donc, et va le ramener dans sa forme solide. Et oui, on veut le rendre de nouveau solide pour le revendre derrière. Pour terminer, l'or qui est redevenu solide va passer dans un four sous une très haute température pour retirer les restes d'eau et de solvant qui sont encore sur notre or recyclé. Le métal, lui, ne va pas fondre et sera libéré de toutes les petites impuretés. Et voilà, on a pu recycler l'or qui était contenu dans les déchets électroniques et maintenant il a la même valeur qu'un or neuf et va pouvoir de nouveau servir. Franchement, c'est une super nouvelle qu'on puisse faire des choses comme ça, même avec les métaux précieux. Comme ça, pas besoin d'aller en rechercher dans la nature et en plus, il n'est pas gâché. Mais allez, pour vous aérer un petit peu la tête, je vous laisse avec Snowman de Sia et on se retrouve juste après. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Oh, hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Et vous êtes toujours sur Radio Fadjet dans votre programme Miss Science Impossible où les agents Bertrand, Gaëtan et Justine vous démontrent que comprendre la science est loin d'être une mission impossible. On a vu avec Gaëtan il y a quelques instants comment recycler l'or dans les déchets électroniques. Bertrand, c'est à ton tour de nous parler un peu de neige artificielle. Exactement, car pour beaucoup, l'hiver signifie aussi vacances au ski. Bon, malheureusement pas cette année, mais en temps normal, c'est le cas. Et pourtant, certaines stations sont un peu en manque de neige sur leurs pistes, et ce parfois chaque année. Mais pour que nous puissions continuer de skier tous les ans, nous avons créé la neige artificielle. Et vous avez sûrement déjà vu des canons à neige sur le côté des pistes de ski de votre station favorite. Alors, petite question. À votre avis, quelle est la proportion des pistes françaises qui sont équipées effectivement de canons à neige ? Je vais dire 60%. 60% pour Gaëtan ? Ouais. Je me dis que s'il n'y a pas de neige dans une station,
la station n'est pas rentable, donc il faut quand même qu'ils assurent leurs arrières avec de la neige, donc je dirais que les 80% doivent en avoir. Alors, honnêtement, vous me surprenez énormément. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, seulement 20% des pistes françaises sont équipées de canons à neige. Mais le nombre de stations de ski qui investissent dans l'enneigement artificiel augmente chaque année. Maintenant que cette courte introduction est faite, parlons de cette neige artificielle. Et en quoi la neige artificielle est-elle différente de celle qui tombe du ciel ? C'est une neige que nous avons eu la chance de voir il y a quelques semaines à Nancy. Eh bien, sachez que la neige artificielle est beaucoup plus dense. En effet, la neige naturelle pèse entre 30 et 180 kg par mètre cube, alors que la neige artificielle, elle pèse entre 330 et 450 kg au mètre cube, quasiment le triple. De plus, elle tient beaucoup plus longtemps que la neige naturelle et elle est plus facile à daner. En termes de structure, elle n'est pas composée de flocons, mais de petits grains, de petits cristaux. Alors, c'est bien intéressant, mais comment est-ce qu'on la fabrique ? Eh bien, on la fabrique grâce à des canons à neige. Le principe de fonctionnement est très simple. On mélange de l'air comprimé et de l'eau et on pulvérise les fines gouttelettes obtenues dans l'air ambiant pour qu'elles congèlent avant d'atteindre le sol. Il est important de noter que la congélation des gouttes d'eau se fait généralement entre moins 6 et moins 10 degrés et qu'il est plus difficile de les faire congeler à température un petit peu plus élevée, entre moins 2 et moins 6 degrés. C'est pourquoi on ajoute souvent un additif dans cette neige artificielle pour favoriser la congélation. Basiquement, il y a deux systèmes de canons à neige. Le système à haute pression et celui à basse pression. Le système à haute pression nécessite une grosse installation. Il y a une usine à neige, des canalisations et des canons. Les canalisations amènent de l'eau refroidie et de l'air sous forte pression, entre 20 et 80 bars, c'est entre 20 et 80 fois la pression atmosphérique, vers les canons à neige qui vont mélanger les deux et cracher la neige. Il est important de noter que ce système est très bruyant et qu'il consomme énormément d'énergie. Dans la méthode à basse pression, ce qui arrive au canon, c'est juste l'eau sous pression. Donc il n'y a pas d'air sous forte pression. Et le mélange avec l'air et le refroidissement de l'eau se fait simplement avec un puissant ventilateur. Je vais terminer par un petit point sur l'impact écologique de ces canons, car ça reste un point important lors de la conceptualisation de tout projet. Lors de l'utilisation de la neige artificielle, on puise dans les ressources d'eau et on consomme énormément d'énergie. De plus, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait parfois de l'additif. Eh bien, cet additif va causer une pollution des écosystèmes et un surplus de neige, dû donc à cette neige artificielle, implique une augmentation de l'effet d'érosion dû à la fonte des neiges. Donc en fait, prendre plaisir à skier, c'est bien, mais du coup, vu ce que tu viens de dire, il se cache des choses pas forcément top derrière. Donc on peut peut-être suggérer à nos auditeurs d'aller skier que lorsqu'il y a eu de fortes chutes de neige, qui laissent alors un bon enneigement naturel des pistes. Alors idéalement, s'ils veulent apporter une petite touche écolo à leurs vacances au ski, effectivement, mais dans les faits, les vacances, c'est pas nous qui choisissons en général les périodes. Merci beaucoup pour tes explications, mais dans les montagnes, on est en altitude, et en altitude, on est plus proche du ciel et des nuages. Nuages où peuvent se former des orages, n'est-ce pas Gaëtan ? Tout à fait, Justine. Alors, regardez au loin, le ciel s'assombrit petit à petit à cause d'un énorme nuage qui est en train de se former. Le vent souffle de plus en plus fort sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Mesdames et messieurs, je crois qu'un orage approche. Il s'approche, soit, c'est très bien, mais en fait, comment se forme un orage ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Un orage, c'est tout simplement un phénomène qui se passe dans l'atmosphère, ok, et qui amène très souvent une série d'éclairs et de coups de tonnerre. Alors oui, premier point, éclair et tonnerre, ce n'est pas la même chose. L'éclair, c'est une grosse décharge électrique qui se crée dans le nuage orageux, et le tonnerre, c'est le bruit assourdissant que crée l'éclair en faisant vibrer l'air autour de lui. Voilà une première chose de faite. Donc, les éclairs qui se forment au sein des nuages se forment dans un certain type de nuages. Ce sont les cumulonimbus. Ils se forment car l'air chaud qui est proche de la surface de la Terre monte en altitude, comme il est plus léger que l'air froid. Et pendant sa montée, il va se refroidir et l'humidité qu'il contient va former des gouttes d'eau pour former des cumulus. Ce sont comme des petits nuages.
Ces cumulus vont agir comme un aspirateur, attirant de plus en plus d'air chaud, grossissant de plus en plus, pour finalement arriver à un gros nuage en forme d'enclume, et ça c'est le cumulonimbus, qui peut mesurer jusqu'à 15 km de haut. Et oui. Au sein du cumulonimbus, la température peut avoisiner jusqu'à moins 20 degrés. Et à ce moment-là, les nombreuses gouttelettes d'eau issues de l'air chaud, qui étaient humides à la base, vont commencer à geler pour former des petites sphères glacées que l'on appelle des grésiles. Celles-ci, tout au long de leur montée avec l'air chaud, vont grossir de plus en plus jusqu'à atteindre une certaine taille. À ce moment-là, elles sont assez lourdes pour prendre le chemin inverse et redescendre vers le bas du nuage. Et c'est là que tout se joue. Au cours de cette descente, elles vont venir s'entrechoquer avec d'autres grésiles qui sont plus petites et qui elles montent avec l'air chaud. C'est au moment des chocs que les grésiles les plus grosses vont arracher des électrons aux grésiles les plus petites. Est-ce que vous voyez arriver le truc ? Si les grosses grésiles redescendent avec des électrons volés, le bas du nuage sera chargé négativement. Et les petites grésiles se retrouveront en haut du nuage avec moins d'électrons et donc constitueront le côté, on pourrait dire, positif du nuage. Un côté positif, un autre négatif, un côté plus, un côté moins, ça ne vous dit rien ? Eh bien oui, on a une espèce de pile gigantesque qui se forme au sein du cumulonimbus. Donc, les mouvements des grésiles qui perdent ou gagnent des électrons font que le nuage, lui, se charge en électricité. Et c'est cette électricité qui est à l'origine des éclairs. Donc les arcs électriques qu'on voit s'abattre sur le sol par temps orageux sont les éclairs dont tu viens de nous expliquer la formation, c'est bien ça ? Alors, pas exactement. C'est un problème de terminologie. Je viens de vous dire comment se forme une décharge électrique, que l'on appelle communément un éclair, au sein d'un nuage. Cependant, lorsque l'éclair frappe le sol, il perd son petit nom et devient ce qu'on appelle la foudre. On peut se demander pourquoi l'éclair ne reste pas tranquillement dans le nuage. C'est très simple en vérité. On a dit donc que le nuage devenait une pile parce qu'il avait un côté plus à son sommet et un côté moins à sa base. Mais il faut aussi se dire que la surface de la Terre contient elle aussi des charges, positives et négatives. Les charges négatives en bas du nuage vont avoir tendance à repousser celles qui sont au sol, comme deux aimants qui se repoussent, mais vont avoir tendance à attirer les charges positives. On a une nouvelle fois un rapprochement entre des charges électriques positives et négatives, et donc vous l'avez deviné, j'en suis sûr, on a une décharge électrique entre le nuage et le sol. Par toutatis, le ciel nous tombe sur la tête, mais en réalité, c'est la foudre qui s'abat. Bien, c'était très intéressant, mais d'ailleurs, sais-tu pourquoi on dit qu'il ne faut pas se trouver sous un arbre quand il y a de l'orage ? Oui, en fait, on dit souvent ça parce qu'il y a des charges, comme j'ai dit, positives qui sont au sol de la Terre. Elles vont avoir tendance à, entre guillemets, monter aux arbres pour se rapprocher du nuage. Et donc, à cet endroit, la foudre est plus susceptible de frapper, car les charges électriques sont plus proches les unes des autres. Et pour la petite anecdote, en France, c'est la société Météorage, filiale de Météo France, qui recense les impacts de la foudre sur le territoire. Et pour la petite stat qui est sympa à ressortir, on compte en moyenne chaque année 453 000 impacts de la foudre sur le sol français. On en sait maintenant un peu plus sur ce phénomène qui pouvait nous effrayer étant petit, ou même adulte, mais chut, on le dira pas, hein, mais qui peut en effet être dangereux si on reste trop près des arbres. Mais je vous relaisse une nouvelle fois en compagnie des Imagine Dragons avec la chanson Thunder et on se retrouve juste après. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they
say you're easy, you're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleed. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Et vous êtes toujours sur Radio Fadjet, et oui, dans votre programme Mi-Science Impossible, où les agents Gaëtan, Justine et Bertrand vous démontrent que comprendre la science est loin d'être une mission impossible. Gaëtan vient juste de nous expliquer comment se forme l'orage. Pour finir, Bertrand va nous montrer qu'il est possible de produire, vous savez quoi ? De l'électricité à partir des marées. Je te laisse la parole. Merci Justine. Pour commencer, qu'est-ce qu'une usine marémotrice ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une usine qui fonctionne à la force des marées. Ou pour dire ça beaucoup plus simplement, c'est simplement un barrage que l'on a construit dans une baie ou dans un estuaire qui se sert du variation du niveau de la mer grâce au phénomène des marées pour produire de l'électricité. Enfin, oui, mais comment ça marche ? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse ici. Pour expliquer le fonctionnement de ces barrages en particulier, il faut savoir comment fonctionne un barrage en général. Eh bien, tout simplement, un barrage utilise la différence de hauteur entre le niveau de l'eau de la retenue et le niveau auquel l'eau est rejetée pour fonctionner. Cette différence d'altitude, que l'on appelle hauteur de chute, donne une certaine énergie à l'eau. Cette énergie va pouvoir entraîner les pales d'une turbine qui fonctionne de l'exacte même manière que celle d'une éolienne. N'hésitez pas à aller réécouter l'émission du 22 janvier si vous ne vous souvenez plus de comment fonctionne une éolienne. On va quand même faire un petit rappel. L'eau entraîne les pales de la turbine qui va faire tourner un rotor qui va lui-même faire tourner un aimant au milieu d'une bobine de fil de cuivre et c'est ça qui va produire de l'électricité grâce au champ magnétique. Eh bien, sachez qu'il y a deux types d'usines marémotrices. Celle à simple effet et celle à double effet. Mais le principe est exactement le même. Commençons l'explication avec celle à simple effet. Lorsque la marée monte, le barrage est ouvert. L'eau passe et envahit le bassin de retenue. Le bassin se remplit jusqu'à atteindre son niveau le plus haut, et donc à marée haute. À ce moment, on ferme le barrage. L'eau ne rentre plus, elle ne sort plus. On attend alors que la marée baisse, et qu'elle soit suffisamment basse pour laisser l'eau se déverser dans la mer, entraînant ainsi les turbines hydroélectriques qui vont donc produire de l'électricité. Pour celle à double effet, c'est exactement la même chose. Mais on ferme aussi le barrage à marée montante, pour que l'eau puisse se déverser dans le bassin une fois marée haute. Mais alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces barrages par rapport aux autres ? J'allais y venir, merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par les inconvénients. Ces barrages fonctionnent de manière intermittente, car contrairement aux barrages classiques, ils doivent attendre les marées. Mais tout comme les barrages classiques, par contre, ces structures bouleversent l'écosystème local. Les poissons ne peuvent plus remonter, par exemple. Parlons en termes d'avantages. La production de ces barrages est extrêmement prévisible, car la production d'électricité va dépendre de la hauteur de l'eau, donc de la marée, et tout ça est calculé et très étudié. En plus, la structure générale du barrage est extrêmement sûre, car tant que le barrage n'est pas détruit, la production peut continuer. Et en cas de rupture, sait-on jamais, la différence de hauteur d'eau
entre la baie et la mer n'est pas suffisante pour créer une vague qui va réellement poser des problèmes d'inondation. Et de plus, encore un point bonus, le barrage en lui-même peut servir de pont. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble, n'hésitez surtout pas à aller voir le barrage de la Rance. C'est la plus grosse usine marémotrice de France. Et bien comme quoi on peut produire de l'électricité par plus de façons qu'on ne le croit, tout en utilisant ce que nous met à disposition la nature, mais sans l'épuiser. Allez, après cette pluie d'informations, il est temps de passer à notre petite page ludique, je parle bien sûr du quiz. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé cette fois ? Alors, on va commencer par une petite question linguistique, si je puis dire. Oula. Alors, les Écossais ont 421 mots pour décrire une même chose. Mais quelle est-elle ? Si je veux vraiment rester dans les clichés, je dirais la bière. Ah, pas du tout. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Oui. Je vais demander si c'était La un pluie, sport traditionnel. peut-être. Ah, La pluie, peut-être. pas la pluie. La foudre ? Non. J'ai tenté. Ça aurait été raccord. Ouais. Vous Le- êtes pas très Le loin. vent. Le vent, peut-être. Non. Non. Et est-ce que c'est un rapport avec le vent lui-même, donc tous les phénomènes tornades, etc. Non, pas le vent. D'accord. L'eau ? Non, mais il y a quelque chose. Donc c'est un phénomène naturel qui n'a pas de rapport direct avec l'eau. Un tremblement de terre. Justement, avec l'eau, j'ai dit ça. Ah, Un petit pardon. rapport avec l'eau. Un petit rapport. Et t'as dit que c'était pas la pluie au début. Non, c'est pas la pluie, mais c'est pas très loin. La neige, c'est- alors. Et oui, c'est la neige, dont on a déjà parlé dans l'émission. Combien t'as dit de mots pour décrire la neige ? 421. Ah, d'accord. Faut pas se planter. Un parti Alors. de flocons. Du coup, petite explication rapide. En Scots, ou Scotch, je ne sais pas comment ça se prononce, un dialecte écossais, vous pouvez utiliser 421 mots pour décrire la neige, ce qui permet de décrire précisément, par exemple, les chutes de neige et les différents types de flocons, donc voilà, l'intensité des chutes de neige, par exemple. Ils sont Donc, en fait, calés, hein. c'est au lieu de dire la neige, ils disent. Enfin, c'est comme nous avec la poudreuse, etc. Oui, en quelque sorte, mais D'accord. voilà, eux, c'est un très grand panel. Ça marche. Au lieu d'avoir des adjectifs, c'est vraiment des mots directement. Alors, deuxième partie de notre quiz, on passe complètement à autre chose. On va aller un petit peu dans les inventions, on aime bien ça ici. Alors, je vais vous donner des noms d'inventions et vous allez devoir les replacer dans l'ordre croissant, donc du plus vieux au plus récent. Donc, ce qui a été découvert le plus vieux et le plus récemment. Donc, il y a 4 inventions à replacer. Alors, il y a les débuts d'Amazon, le site internet. Ouais. L'invention du thé en sachet, l'invention du Rubik's Cube et l'invention du plat en Pyrex. Alors, j'ai envie de dire que le plus ancien, ça va être le thé, je suppose. À moins que ce soit le plat en Pyrex. D'accord. Je dirais plutôt plat puis thé. Moi, en vrai, le Rubik's Cube, c'est très ancien aussi. Hein. Pas négligé. Ouais, je pense. Mais néanmoins, j'ai pas envie de mettre Amazon en dernier. Ça me paraît trop piège. Ça se trouve, il a été créé sous un autre nom et après il a évolué et c'est là où on se fait avoir. Ah ouais, c'est pas impossible. La boîte aurait été rachetée ou. Ouais, ou juste un changement de nom tout simplement. Bon, allez, je me lance. Alors je vais dire du plus ancien au plus récent. Je vais dire en premier le thé, le sachet de thé, ensuite le Rubik's Cubes, ensuite le site Amazon et enfin le plat en Pyrex. Moi, j'inverse le plat en Pyrex et le Rubik's Cube pour ma part. Alors, vous avez du bon tous les deux, mais vous n'avez pas l'ordre exact. Ah zut. Alors, il y a bien le thé qui est le plus vieux, qu'on date à 1904, et ça nous viendrait de Thomas Sullivan, qui en fait envoyait son thé dans des sachets, et les clients pensaient qu'il fallait directement le faire infuser dedans, et en fait c'est comme ça que c'est né. D'accord, donc c'est une erreur de com qui a amené à la découverte. Oui. Tu me diras, tant mieux, hein. Très pratique. En deuxième plus vieux, qu'on date à 1916, c'est le plat en Pyrex.
Donc en fait, c'est un type de verre à faible capacité à se dilater et donc qui résiste aux températures, pour le mettre dans le four par exemple, qu'on connaît bien encore de nos jours. Alors, D'accord. troisième, qu'on date à 1974, Le Rubik's Cube, du coup. c'est le Rubik's Cube, Ouais, c'est tout ça. simplement par Monsieur Rubik. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Bah, je sais pas. J'avais pas envie de mettre Amazon en premier, mais effectivement, du coup, c'est Amazon le plus récent. Et oui, quand même, Amazon, Internet, tout ça. Donc voilà, en 1994, il y a Amazon de Jeff Bezos. D'accord, je pensais que ça avait un autre nom avant. Bah, merci beaucoup. Très bonne idée, ouais. Mais malheureusement, c'est déjà la fin. C'est maintenant que s'achève cette émission de Mission Impossible. Et oui. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez aussi venir poser vos questions et nous y répondrons peut-être dans une future émission. On se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 19 février, toujours à 16h. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Salut à tous. Salut, au revoir.